Bonjour Amélie Chély. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes sociologue, iranologue et politologue spécialiste du monde musulman contemporain. Vous êtes également chercheuse associée au CADIS au sein de l'EHESS et vous publiez aux éditions du CERF une somme qui fera certainement date, un dictionnaire des islamismes. Ce projet de dictionnaire, écrivez-vous, est né à la suite d'une discussion avec un aumônier d'une prison belge en 2016, donc il y a maintenant quasiment 5 ans. Cet homme est convaincu, contre toute sa hiérarchie, que l'un des détenus prétendument déradicalisés de cette prison est en fait entré en taqiyya. Autrement dit, il aurait cherché à dissimuler ses véritables opinions. On va revenir sur cette notion dans quelques instants. Mais d'abord, Amélie Chély, pourquoi cette entrevue vous a convaincu de vous lancer dans un tel projet ? Est-ce que c'est parce que vous considérez qu'une certaine méconnaissance à la fois des concepts et des pratiques islamistes affecte la réponse sécuritaire de nos démocraties occidentales ? Oui, j'avais déjà fait l'expérience de ce manque de compréhension du jargon quand il s'était agi des premiers retours, des premiers returnees sur le territoire. Et en fait, j'avais été appelée par des avocats qui étaient là pour défendre des personnes qui revenaient. Et par exemple, ils ne connaissaient pas le terme bay'a, qui veut dire l'allégeance. Or, dans ces groupes-là, quand on fait allégeance, la première chose qui vous est demandée, un peu comme dans les cartels de drogue, c'est de commettre un meurtre pour être absolument persuadé que vous n'allez pas donner tous les autres membres de votre bataillon ou que vous n'espérerez pas rentrer ensuite sans que votre cas ne soit judiciarisé. Et à l'époque, donc c'était vraiment au tout début du conflit, enfin pas du conflit syrien lui-même, mais bien évidemment du moment où le califat a été instauré, on ne connaissait pas ce jargon-là. Et puis ensuite, effectivement, comme je l'ai noté dans ma petite notice, c'est cette conversation avec cet aumônier, avec cette chanson que ce prisonnier supposément déradicalisé chantait en rentrant à sa cellule, Quraba, qui est un chant djihadiste, qui m'a fait comprendre que oui, effectivement, si on ne connaît pas le jargon, on va avoir des problèmes à décrypter. Une chanson dont il avait écrit les paroles sur une feuille collée sur son mur. Tout à fait. Ce que personne n'avait vu. Il s'agit d'un nachid qui avait été écrit par Seyyed Qutb, qui est l'idéologue des frères musulmans, et c'était le seul indice finalement d'une continuité de son adhésion idéologique. Et heureusement que cet aumônier avait grandi dans le même milieu sans souscrire à ces mêmes idéologies pour se rendre compte que, et il me disait, mais vous comprenez? J'ai dit oui, mais en fait, on est que deux. C'est ça le problème. D'où cette volonté de lister tout le vocable, de mieux le connaître, de mieux le comprendre pour savoir finalement qui l'emploie, comment on l'emploie, ce que ça veut dire. L'Égyptien Seyyed Qutb, c'est l'islamisme le plus important du XXe siècle. En fait, il faut considérer que la matrice du djihadisme contemporain, c'est les frères musulmans au départ. Et donc, les frères musulmans, c'est une confrérie qui a été créée en 1928 par Hassan al-Banna. Mais l'idéologue est Seyyed Qutb. C'est lui qui a finalement redéfini les contours du djihad, qui est une notion islamique qui n'a rien à voir avec le dévoiement qu'on emploie actuellement dans le djihadisme à proprement parler, et un certain nombre d'autres termes, comme le terme de jahiliya, qui ne concernait finalement que la désignation d'un territoire dans sa phase anté-islamique, et qui progressivement devient une sorte de définition de tout ce qui ne relève pas d'un islam littéraliste. Donc il a redéfini un certain nombre d'éléments qui sont absolument coextensifs à tous les islamismes dangereux, parce qu'il y a aussi bien évidemment des idéologisations de l'islam qui sont plus souples, et ce dictionnaire essaie d'envisager justement toute l'étendue des différentes tendances idéologiques. J'en parlais en ouverture, vous proposez une entrée sur cette notion de taqiyya qu'on a beaucoup entendue ces dernières années, à la fois dans la bouche des chercheurs, mais aussi des politiques, pour définir l'une des tactiques donc de dissimulation, notamment des djihadistes. Un concept, écrivez-vous, qui a la particularité d'être originellement issu du champ islamique chiite et d'avoir fait pourtant l'objet de récupération dans le monde islamiste sunnite. Comment s'est opérée cette circulation conceptuelle ? Bien, c'est le cas pour beaucoup de concepts, en fait. Même quand vous prenez le martyr par le suicide bombing, au départ, c'est né dans le monde chiite, et puis ensuite, comme avec c'était... Hezbollah au début des années 80, c'est alors, c'est né déjà dans une idéologisation du martyr de l'imam Hossein, qui est une figure religieuse plus prégnante dans le chiisme, que dans le chiisme d'ailleurs, et puis aussi à un événement très particulier, c'est que pendant la guerre Iran-Irak, un très 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 jeune mobilisé qui s'appelait Mohamed Hossein Fahmideh, voyant les tanks irakiens arriver et comprenant qu'en fait la bataille était perdue d'avance pour ce qui concerne l'Iran, a dégoupillé une grenade, s'est jeté sous un tank, et ça a été la sidération. Et depuis lors, il y a eu une institutionnalisation de la figure du martyr. Sauf que, comme cette
technique-là était peu coûteuse et extrêmement efficace, eh bien forcément, il y a eu des porosités et c'est passé du côté sunnite. Donc la taqiyya, pour revenir à ce concept-là, c'est effectivement une injonction religieusement admise à dissimuler son identité, donc chiite, en l'occurrence, si le chiite est en danger de mort, étant donné qu'on est quand même dans certaines périodes d'oppression assez régulières, étant donné que c'est une minorité qui a refusé de prêter allégeance au califat, ainsi de suite. Et puis, bien évidemment, comme il s'agit d'une technique extrêmement intéressante pour tout groupe qui a des prétentions de conquête, d'extension, eh bien, ça a été tout simplement récupéré par les sunnites pour permettre à ces soldats, en camouflant leur souscription idéologique, de continuer à avancer, tout simplement. Quel avantage offre le dictionnaire par rapport à l'essai plus classique sur l'islamisme, sur les islamismes? On va y revenir aussi. Alors, l'avantage, je vais peut-être parler d'abord d'une petite originalité, c'est que je viens, moi, du chiisme, enfin, c'est-à-dire de la connaissance du chiisme. Je suis d'abord spécialiste du chiisme et je me suis rendu compte que dans ces univers-là, donc moi j'ai dû passer d'un univers à l'autre parce que le conflit syrien a mis en exergue donc Daesh, qui est un groupe djihadiste qui fait du chiite sa cible privilégiée. Donc j'ai été directement obligée de m'intéresser au djihadisme sunnite, donc j'ai fait un pont entre les deux et je me suis rendu compte que dans la littérature consacrée à ces thématiques, il y avait soit le chiisme d'un côté, soit le sunnisme de l'autre, mais que rien ne permettait de réunir finalement la somme du vocabulaire ou des impératifs idéologiques des deux bords. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense que l'intérêt pour le lecteur lui-même, c'est de pouvoir choisir à la carte ce qui l'intéresse de lire. Je sais que, par exemple, l'entrée Taliban a été extrêmement attendue. Ma maison d'édition me demandait assez régulièrement quand est-ce que j'allais terminer cette entrée du fait d'une actualité brûlante. Eh bien, c'est certainement la dernière entrée que j'ai pu faire parce que j'attendais de voir justement où allait l'actualité. Je note également Amélie Chély, et c'est intéressant dans une approche comparative ou comparatiste, que vous parlez des islamismes au pluriel. Le premier dictionnaire paru en France sur le sujet date de 2009 sous la direction d'Antoine Sfer, l'ancien directeur des Cahiers de l'Orient, aujourd'hui disparu, mais lui parlait d'islamisme au singulier. On peut également penser à la généalogie de l'islamisme d'Olivier Roy. Pourquoi avoir choisi d'insister sur la diversité de ce phénomène? Eh bien, parce que c'est une réalité. Il y a évidemment une matrice, comme on en a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi des détestations intrinsèques entre les groupes idéologiques qui ont vraiment des postures qui peuvent se rejoindre sous certains aspects, mais qui peuvent aussi se détester. Je pense que l'exemple le plus probant, c'est celui qui oppose les madralites. C'est un salafisme saoudien qui est légitimiste, où en fait l'injonction première c'est il faut faire sa hijra, il faut pas rester dans un pays de mécréants, mais il faut surtout ne pas prendre les armes pour se révolter contre le pays au sein duquel on évolue. Et puis face à eux, vous avez forcément cet islamisme révolutionnaire qu'incarne le frérisme. Donc les détestations sont prégnantes, visibles, qu'on se mette sur les réseaux sociaux pour l'observer ou tout simplement dans des rassemblements. Et ce ne sont pas seulement des rivalités de pouvoir. Ce ne sont pas que des rivalités de pouvoir, ça peut être aussi tout à fait doctrinal. Et il faut absolument saisir la subtilité de ces choses-là, parce que même d'un point de vue sécuritaire, c'est tout à fait intéressant de savoir pourquoi les uns et les autres se détestent et éventuellement pouvoir en jouer pour nous protéger. Vous parliez des talibans tout à l'heure. Qu'est-ce qui distingue l'islamisme des talibans de celui de Daesh, par exemple? Vous avez vraiment pris les deux qui sont les plus opposés. Une des raisons pour lesquelles on a un retour en force des talibans, c'est justement par son opposition à Daesh. Parce que Daesh, comme on le disait tout à l'heure, c'est une posture qui est extrêmement anti-chiite et ça faisait bien peur en fait à l'Iran de voir que en Afghanistan, vous aviez le Daesh afghan qui s'appelle Wilayat-e Khorasan, qui commençait à prendre autant de pouvoir. Donc finalement, même s'il y avait des points d'achoppement très très forts entre l'Iran et les talibans, notamment suite à l'assassinat du personnel diplomatique iranien par les talibans, ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin pour faire en sorte que les talibans reviennent au pouvoir. Mais pour répondre à votre question initiale, le talibanisme, c'est quelque chose qui est un peu à la lisière, à la rencontre de l'islamisme international, et en même temps quelque chose de très local et de très coutumier. C'est ce qu'on appelle un islamisme pashtunwali, parce que ça reprend le code d'honneur purement local présent en Afghanistan. Donc c'est un islamisme qui est intéressant en ce qu'il n'a pas
vocation à s'étendre. Il n'a pas forcément de propension à de repousser les frontières. C'est pour cette raison d'ailleurs que les talibans n'ont pas appelé leur État califat, mais émirat. C'est un émirat, ça n'est pas un califat. Un califat a tendance à ne pas reconnaître les frontières telles que les sciences politiques et la géopolitique les reconnaissent. On parlait tout à l'heure de Taqiyya, de son origine chiite. Il y a un autre concept chiite dont vous parlez, le velayat et fakir, qui est au cœur de la République islamiste khoméniste. Il n'a pas connu la même appropriation par le monde culturel islamiste sunnite, alors qu'on aurait pu imaginer que d'autres considèrent que là aussi, une dépendance, on puisse mettre en place une dépendance du politique à l'égard de la sphère religieuse. Pourquoi ça s'est pas fait comme ça dans le monde sunnite, à travers l'appropriation de ce concept? Alors, le velayat et fari, c'est la tutelle du juriste théologien, et effectivement, ça n'existe que dans le modèle chiite, pour la simple et bonne raison que le modèle sunnite, littéraliste, le salafiste, est pour un modèle califal, tel qu'il a toujours existé jusque, on va dire, en 1914, où il y a eu un délitement de l'Empire ottoman, et puis après, on le voit en 1923 avec la naissance de la Turquie moderne. Mais bon, bien évidemment, on ne peut pas parler d'homogénéité dans la continuité de l'existence califale depuis les temps du prophète, mais c'est cela le modèle de guidance concernant les sunnites, le califat. Le califat a à sa tête un calife, qui n'est que l'intercesseur entre Dieu et la population, puisque ce qui doit prédominer, c'est la hakimiyya, c'est-à-dire la souveraineté de Dieu, dont le calife doit être le garant par l'application de la charia, c'est-à-dire des lois de Dieu. Tandis que dans le chiisme, on est plus dans une posture de regard des imams, c'est-à-dire que dans le chiisme, à la suite de la mort du prophète, les chiites ont décidé que leur chef spirituel et politique étaient les 12 imams dans le chiisme duodécimain qui est le plus nombreux. Et donc forcément, dans les idéologies contemporaines chiites, c'est l'idéologie d'un représentant qui est censé créer en substance un état d'application du schisme dans une version théocratique. Et c'est ce qu'a fait la République islamique en 1979. C'est l'actuel fondement de la République islamique, le velayat et fari. Merci beaucoup, Amélie Chimi, d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle le titre de votre magistral livre, Dictionnaire des islamismes. C'est paru aux éditions du Cerf. Je le montre à la caméra pour ceux qui regarderont la vidéo peut-être tout à l'heure sur YouTube. Votre interview est en effet également à retrouver sur notre site radioj.fr. À très bientôt. À très bientôt.